Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychoanimisme, la chaîne en ligne directe avec l'âme du monde. Rien que ça. Donc le thème d'aujourd'hui est « Quand la science devient pouvoir », qui est aussi le titre d'une préface écrite par un philosophe italien à mon ouvrage « La psychanalyse au bûcher ». Pourquoi ce thème ? Eh bien parce qu'en ces temps de pandémie, nous pouvons nous rendre toujours plus compte de ce glissement de la science vers une forme de pouvoir. Nous avons, les différentes nations et les gouvernements des différentes nations ont créé des comités techniques scientifiques composés de membres, un certain nombre de membres qui, des autorités dites scientifiques et notamment médicales, qui s'autorisent à parler au nom exclusif de la science. Alors on évacue des études extrêmement sérieuses, conduites par d'autres scientifiques, même des scientifiques beaucoup plus blasonnés que ces membres du comité scientifique gouvernemental. On ne tient pas compte des interventions d'éminents savants. Alors, je ne fais pas de nom, ce n'est pas la peine, vous les connaissez, plus ou moins, mais il y en a dans tous les pays, des épidémiologues, des virologues, des juristes, etc. Et ceci est grave parce que ces soi-disant scientifiques déterminent des positions et des décisions politiques qui, à leur tour, déterminent nos existences depuis plus d'un an. Vous voyez, quand on nous dit la science, eh bien, le tour de magie se réalise. Ça marche. Ça fonctionne. Nous marchons au pas. Il y a une croyance à la science, c'est-à-dire à quelque chose de monolithique qui a une seule voie, la voie de la vérité, et les autres voies, ce sont des fake news ou des choses qui n'appartiennent pas à la science ou qui ne méritent aucune attention. Or, l'approche scientifique véritable, c'est tout sauf ça. Un des grands enseignements de cette pandémie, il y en a de nombreux, je pense, mais un de ceux-ci, c'est de nous faire voir que la communauté scientifique est constituée de plusieurs voies. C'est connu depuis longtemps, mais disons que la mise en culture de la science comme une pluralité de voies et de paradigmes a d'énormes difficultés encore à arriver aux oreilles, disons, du commun des mortels, des profanes. La science procède et a toujours procédé par paradigme. Donc elle fournit des modèles avec lesquels on va essayer d'interpréter la réalité. Ces modèles, au début, quand on étudie un phénomène nouveau, il y en a très souvent plusieurs,
qui se côtoient, qui s'affrontent pendant un certain temps, ça peut prendre des mois, même des années, jusqu'à que un s'impose sur les autres. Et pas toujours parce que, disons pour des raisons heuristiques, parce que il permet de mieux interpréter la réalité plus efficacement, mais parce qu'il promet des aboutissements, des applications techniques majeures et dans un temps mineur. Et surtout, aujourd'hui, ceci est encore plus vrai, des débouchés économiques, bon, des brevets, etc. Des vaccins. Donc, pourquoi ceci est grave? Eh bien, je l'ai dit auparavant, il y a comme un tour de passe-passe, de prestidigitation qui se réalise là. Quand on oublie tout ça, quand on oublie que la science est une pluralité de voies, qu'elle procède par paradigme, que la science est un système ouvert et donc qui est toujours... c'est un débat constant et jamais fini et qui peut prévoir justement plusieurs hypothèses. Eh bien, on abdique à la pensée, on se remet dans les mains de certains personnages qui se présentent comme les experts, et ça marche. Donc, les médias et les politiques font fortement levier sur ce fait. On invite ces personnages à longueur de journée qui nous rabâchent justement que la science, c'est eux, donc la science dit ça, et donc ça marche. D'un côté, il y a la science, et de l'autre côté, il y a quelque chose de farfelu. Et donc, nous sommes bien obligés de constater que désormais, nous risquons, en oubliant tout ça, d'être constamment, sans nous en apercevoir, comme hypnotisés par le mainstream. Et je comprends tout à fait les personnes qui travaillent toute la journée, ont besoin de se détendre le soir, elles se mettent devant la télé, elles regardent des séries ou des émissions. Mais il faudrait aussi trouver un peu de temps, oui, de temps, pour réfléchir, pour étudier, pour aller s'informer vers d'autres sources, pour méditer aussi, et pour ne pas justement tomber victime de ces constantes tentatives de manipulation, qui est devenue, disons, la médiasphère, mainstream surtout. Voilà. Alors, j'enchaîne sur un autre thème qui est lié, qui concerne l'approche à la connaissance. Est-ce que seule la science véritable, l'approche scientifique, peut avoir son mot à dire sur la réalité? Est-ce qu'il n'existe que cette approche de valable? Alors, certains auteurs ont souligné le fait que la science est quand même le produit d'une pensée qui s'est développée bien avant sa naissance,
et qui s'était démontré efficace jusqu'à un certain point pour, disons, conduire nos existences. Il y a donc la science qui procède par paradigme, il y a aussi l'empirisme. La science médicale, par exemple, encore aujourd'hui, a quand même une part d'empirisme. Il y a aussi le fait que, ça aussi, un des mérites de cette pandémie, c'est de nous faire voir toujours plus, de manière plus claire, que l'approche scientifique n'est pas objective. Ça se savait depuis longtemps, les éminents penseurs, des philosophes, des épistémologistes l'avaient déjà pointé. Mais cette pandémie nous le montre encore plus, de manière plus claire, parce que je prendrai un exemple. Vous vous souvenez, pendant la première phase de cette pandémie, le professeur Jean-Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus du sida, avait affirmé publiquement que le virus SARS-CoV-2 s'était échappé d'un laboratoire à Wuhan, d'un des nombreux laboratoires qui existent dans cette région. Successivement, la communauté scientifique a analysé le génome et avait confuté cette thèse en disant que les résultats de cette analyse ne permettaient pas d'approuver cette affirmation. Successivement encore, Montagnier a réaffirmé sa thèse dans une autre vidéo publique, et récemment, la communauté scientifique a finalement admis que cette thèse, on ne pouvait pas, l'évacuer complètement. Donc, était du domaine du possible. Alors, probablement, il y a eu récemment des enquêtes conduites par des scientifiques, mais aussi des enquêtes journalistiques à Wuhan, qui n'ont pas totalement abouti. Et en fin de compte, il est probable qu'on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Pourquoi ? Eh bien, parce que justement, la science, comme discipline pure et dure, n'existe pas. Je doute qu'elle ait même jamais existé, mais de nos jours, c'est encore plus flagrant. Elle est immiscée au pouvoir économique et politique de telle sorte qu'elle a complètement perdu ce statut d'objectivité que nous lui accordions depuis des années, voire quelques siècles, à tort, parce qu'elle ne le méritait, elle ne l'a jamais mérité. La science n'est pas en mesure d'adhérer à la réalité, de la capter dans son essence, parce que justement, elle a besoin de paradigmes. C'est une approximation, ce n'est pas une image de la réalité. Elle ne capte pas la réalité en soi. Elle en offre des modèles plus ou moins valables. Voilà. Alors, une autre modalité de connaissance, je vais enchaîner là-dessus, mais très rapidement, il y a d'une part la mystique, ça va peut-être vous paraître étrange, mais la mystique, contrairement à l'approche scientifique rationnelle, n'emploie pas la voie de l'avoir, car la science, c'est quand même une connaissance qu'on emmagasine en nous, donc c'est quelque chose que l'on a, un savoir, mais elle emploie une voie que l'on pourrait qualifier d'être. La connaissance par l'être. C'est très... je répète, ça peut paraître étrange,
Et ça l'est aussi parce que la mystique n'est pas du tout une matière que l'on étudie, que l'on se met à divulguer et que l'on prend même au sérieux, généralement. Mais je me souviens d'un entretien avec le philosophe jungien Michel Cazenave. Je lui avais justement demandé si la mystique, lui c'était quand même un grand connaisseur de la mystique, de la gnose, etc., si la mystique ne pouvait pas être définie comme une voie de connaissance par l'être, et il m'a dit oui, c'est ça. Et effectivement, il y a une différence quand on essaye de comprendre quelque chose en créant une distance entre nous et cette chose même. Ça, c'est la procédure, disons, rationnelle qui est la nôtre, dans notre culture, notre civilisation, ou alors quand on essaye de faire un avec l'objet que l'on entend étudier. Donc on devient ce même objet. Ce qui peut même être dangereux d'un point de vue psychologique, parce qu'on n'est pas sûr de retourner en nous après. Et enfin, alors je coupe court, hein. Enfin, il y a aussi une autre approche qui n'est pas ni mystique ni scientifique, et qui est plus empirique et psychologique. C'est ce que j'ai nommé l'approche psychoanimiste, ou disons l'animisme, dans son acception plus authentique. Et là, il faut... on reçoit des impressions, des choses de ce monde, des personnes, des êtres, des lieux, des moments, des choses, etc. Ce sont des impressions qui se gravent en nous, qui sont en mesure d'agir en nous, donc on les perçoit, on les percevait surtout il y a très longtemps, hein, comme le font encore aujourd'hui les peuples animistes, tribaux authentiques, comme des facteurs, comme des esprits qui agissent en nous, donc qui ont un pouvoir. Comme par exemple, il y a les Dogons, par exemple, pensent qu'il y a des folies de la jungle. C'est-à-dire quelqu'un qui voit son âme être volée par les esprits de la jungle pendant justement une promenade dans ces lieux sauvages. Il y a des lieux, par exemple, Jung soutenait qu'il n'avait jamais pu se rendre à Rome, il avait essayé, mais il se trouvait mal. Il y a des choses que l'on a du mal à comprendre, disons, d'un point de vue scientifique et rationnel. Et toutes ces impressions qui travaillent en nous sont élaborées par notre inconscient. Donc, à la fin, ce sont des impressions qui vivent en nous, qui peuvent déterminer des rêves, mais aussi des pressentiments, une inspiration, une certaine créativité ou un certain mal-être aussi. Et donc, disons, nous avons perdu cette capacité qui est caractéristique des peuples animistes de capter ces impressions, de capter ces âmes, disons, et de les élaborer. Nous les recevons, mais nous ne les percevons presque pas. Nous les percevons simplement à un niveau très inconscient,
et nous ne prêtons pas d'attention. Mais ceci dit, cela ne veut pas dire que ces impressions n'ont pas de signification et n'opèrent pas en nous. Et donc, alors, revenons à la pandémie, étant donné que, d'un point de vue scientifique, pour pas mal de questions, on commence à comprendre qu'on ne pourra peut-être pas trancher, on ne pourra pas savoir exactement ce qui s'est passé. Et il nous reste quand même cette possibilité de capter l'âme des choses et donc de recommencer à prêter un peu d'attention et d'intérêt et de vérité à nos perceptions des choses. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est un premier pas très important. Il faut recommencer à se fier de nos perceptions. Ces mêmes perceptions que l'on continue à nous dire qu'elles n'ont aucune vérité, parce que c'est seulement la science qui doit orienter nos vies, nos décisions. Donc, il est difficile de faire un tel discours. Je me rends compte parce que dans une époque où justement la science domine et même tyrannise notre psychologie, mais il faut se rendre compte qu'il y a d'autres modalités, d'autres approches à la connaissance, et nous ne devons pas abdiquer à ça, à ces facultés. Ce sont des facultés que nous ne pourrons jamais remplacer, même par la technologie. Nous vidons, en nous donnant corps et âme à la technologie, par exemple, qui est un produit de la science, eh bien nous nous vidons de ces capacités que nous devrions, au contraire, essayer d'aiguiser, de développer, d'élaborer, d'améliorer, et qui nous rendrait beaucoup plus humains et qui nous ferait voir le monde d'une manière totalement différente. Voilà.